Bonjour à toutes et à tous. Rapprochez le micro, voilà. Donc nous sommes très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour faire cette présentation avec un titre mystère. Donc vous avez vu, maintenant vous avez le titre mystère et on va essayer d'amener des éléments, des indices, on va dire, et ensuite d'amener des éléments de discussion. On a prévu, donc vous ne pouvez pas y échapper, enfin si vous pouvez y échapper, vous pouvez partir avant l'atelier, mais on a prévu ensuite des questions sur lesquelles on aimerait vous entendre et avoir des interactions qui seront complètement dans la suite de cet exposé. Donc je suis Gilles Jesquière, je suis professeur à l'Université Lyon 2 et je travaille dans un laboratoire d'informatique qui s'appelle le LIRIS. Donc pour ma part, je fais de la recherche et en particulier dans le domaine des sciences de données, avec un focus sur les données 3D. Et ce qui m'intéresse dans le cadre de mes recherches, ce sont les représentations et dynamiques de la ville, l'échange de données, l'interopérabilité et la standardisation. Et je mène un projet de recherche qui s'appelle V-City. La plupart des démonstrations que l'on fera par la suite sont disponibles via ce site et vous permettent, on va dire, d'en savoir plus si vous le souhaitez. Alors j'ai eu la chance de diriger le LabEx IMU, Intelligence des mondes urbains, qui est un cluster, on va le présenter comme ça, d'une quarantaine de laboratoires, de plus de 600 chercheurs qui s'intéressent à ces problématiques autour de l'urbain. 2011, donc le créateur est à ma droite de ce bel objet que j'ai repris en 2016. Depuis 2011, on parlait déjà d'intelligence et de voir comment, en fin de compte, l'intelligence pouvait aussi se faire par l'apport d'une pluridisciplinarité renforcée par la présence d'experts dans nos projets. Alors je suis aussi co-directeur de ce LabEx parce que on n'a pas voulu casser le tandem et on continue à travailler ensemble avec le directeur qui va se présenter juste après. Et je suis membre d'une autre structure qui est bien intéressante sur Lyon qui s'appelle l'Institut Convergence. Donc moi je suis professeur en aménagement d'espace, urbanisme au département génie civil et urbanisme de l'INSA, donc Institut des sciences appliquées de Lyon. Ma formation originale, j'ai un parcours un peu particulier qui vous expliquera pourquoi je présente les choses d'une certaine façon, à savoir que j'étais architecte en première formation. Après, j'ai passé un doctorat de sociologie urbaine et j'étais urbaniste, praticien un certain temps, court temps certes, mais important quand même. Et puis, donc depuis 2010, je dirige l'UMR, le laboratoire Environnement, Ville, Société, qui est un laboratoire qui travaille beaucoup sur les interfaces entre ville, environnement et société. Mes recherches que je conduis dans ce laboratoire portent surtout sur la mobilisation des objets dans les activités quotidiennes, individuelles et collectives et dans les mondes urbains. C'est-à-dire qu'on observe la ville au travers de ces objets et au travers des services qu'ils rendent. Et on aura l'occasion, de toute façon, dans ce qui suit, de revenir là-dessus. Et je suis membre également du comité de direction de l'Institut Convergence EUL, École urbaine de Lyon. Juste pour vous donner un petit peu le paysage de la recherche, en particulier sur les mondes urbains, vous avez aujourd'hui des grosses structures qui s'appellent donc l'École urbaine de Lyon, on en a déjà parlé. On travaille en fin de compte sur l'évolution du monde et en particulier les problématiques d'anthropocène. On a ce LabEx IMU, un lien fort qui va se faire aussi avec une autre structure dont on n'a pas encore parlé qui s'appelle l'EUR H2O, donc École universitaire de recherche, sur l'environnement et les hydrosystèmes. Cet ensemble, ces pôles, ça fait entre 600 et 800 chercheurs à peu près. On a plus de 50 laboratoires, 55 laboratoires si j'ai bien compté, et un ensemble de tutelles, rien que sous IMU, par exemple, il y a 19 universités, Lyon 1, Lyon 2, INSA et ainsi de suite. Donc on voit qu'on est vraiment dans cette idée de se regrouper pour mieux comprendre et mieux interagir avec l'urbain. Avec cette idée qu'on a beaucoup de collaborations aujourd'hui avec la métropole et le Grand Lyon, et en particulier, moi en tant qu'informaticien, avec le service données, puisque grâce à cette métropole, on est en capacité de mener des recherches tout en étant outillé en termes de données, ce qui était très très rare il y a une dizaine d'années quand on a commencé à parler de Data Grand Lyon, enfin même un peu plus, et ce qui aujourd'hui reste remarquable. Ça nous amène en fin de compte à mélanger de façon pluridisciplinaire recherche, le monde économique. Dans le monde économique, on va retrouver effectivement des entreprises, mais aussi des collectivités, des étudiants,
pour travailler en fin de compte sur des mêmes objets, sur des mêmes espaces, donc sur le territoire. Alors au commencement, maintenant si nous passons vraiment sur cette présentation, on nous a demandé de faire une présentation sur l'intelligence artificielle appliquée à la ville intelligente. Alors pour nous, ça faisait beaucoup d'intelligence, on ne savait pas trop comment le traiter, et c'était un peu trop smart pour nous, on n'était pas sûr en fin de compte d'apporter quelque chose de disruptif, puisqu'on parle de Disrupt Campus, et on n'était pas forcément complètement à l'aise avec ces notions, donc on a fait une contre-proposition qui a été acceptée, que vous avez vu dans le titre, c'est d'essayer d'avoir cette interaction autour de l'algorithme et de comprendre la place de l'algorithme dans la ville en faisant en mettant en place une interaction entre un collègue architecte, géographe, sociologue, Jean-Yves Toussaint, et un informaticien, moi-même. Voilà. Donc tout ça nous a amené à construire cette proposition pour montrer comment l'objet algorithme, pouvait avoir sa place dans la ville. Alors, pour aller très vite, l'algorithme, on va considérer que c'est un objet comme les autres, comme des milliers d'autres. Et justement, les objets sont par centaines, par milliers. Regardez rien que dans cette salle, si on essayait de les dénombrer, sans ces objets, évidemment, on ne peut rien faire. Et nos activités quotidiennes, nos actions des plus triviales, dormir, aller aux toilettes, etc., aux plus extraordinaires, demandent et requièrent des objets. On ne peut rien faire sans. Et ces objets, ils vont nous ouvrir des possibilités d'action, des possibilités de faire, d'être, des possibilités d'être autrement, systématiquement, quand ces objets, notamment, sont nouveaux. Et le plus souvent, ces objets, ils sont en partage. Les chaises qui sont ici, par exemple, sont à tous. Et ça nous aide à être ensemble. Ils participent à notre socialisation au sens qu'ils font comme une table qui est autour des convives. Elle sert la table à réunir les gens et en même temps à les mettre chacun à leur place. C'est-à-dire ce qui rassemble est aussi ce qui sépare en mettant chacun à sa place et chacun où il se situe, où il doit être. Et ça, c'est le rôle des objets sur lesquels on va revenir tout à l'heure, on va beaucoup insister. Alors, l'algorithme, c'est un objet comme les autres, c'est un dispositif technique parmi les autres, et les algorithmes, ils vivent aussi en ville, ils participent au fonctionnement de la ville. Vous avez, je sais pas, simplement la signalisation lumineuse ne peut pas se faire si on n'a pas un ordinateur et des algorithmes, des logiciels d'abord et des algorithmes qui travaillent. Et comme tous les objets, les algorithmes nous ouvrent des portes et des possibilités d'action. Et ils nous ouvrent des possibilités d'action des possibilités d'action et d'activité dans nos existences urbaines. Et comme tout objet, on peut dire qu'il capacite, c'est-à-dire qu'il nous rend capables et notamment, il rend capable ceux qui sont capables de le manier et de s'en servir. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, parce qu'il faut des apprentissages, on reviendra là-dessus. Et on on peut parler d'urbanité des algorithmes, et on reviendra là-dessus également. Et en faisant ça, en parlant de l'algorithme comme objet, et en parlant des objets comme ils structurent nos activités sociales, c'est une manière de réintroduire le rôle des objets, des dispositifs techniques, à la fois dans nos activités individuelles et collectives, et surtout dans la compréhension du fait social. Très souvent dans la sociologie, par exemple, dans la psychologie, la question de l'objet est le point aveugle de l'explication sociale. Et nous, on essaye de revenir sur ces questions-là, qui sont dans la tradition sociologique, puisque au départ, des gens comme Émile Durkheim, qui fondent la sociologie, et des gens comme Mauss, ont commencé par s'intéresser au rapport aux objets. Donc, on cause d'algorithmes, mais comme si on était d'accord, tous ensemble, pour savoir de quoi il s'agit. Donc vous avez cette petite liste sur le côté, et puis on va demander à un spécialiste de bien vouloir nous dire qu'est-ce que c'est qu'un algorithme, de quoi est-il fait, et que fait-il. D'ailleurs, il manque que fait-il, je vois sur la diapo. Hop là. Voilà, ça va trop vite. Les algorithmes, c'est terrible. Alors j'avais un élève qui avait un t-shirt qui était sympa hier, j'ai pris la photo, j'ai oublié de la mettre, c'était, en anglais, ça donnait l'algorithme, enfin si je vous le traduis, ça donne, l'algorithme, ça permet à l'informaticien de ne pas vous dire ce qu'il est en train de faire. Donc ça vous permet de créer des choses, lui il sait comment ça marche, mais personne d'autre ne saura le faire fonctionner. Alors, allez, commençons par un café, c'est l'heure, et regardons un petit peu, ne serait-ce, désolé pour les informaticiens qui vont trouver ça un peu tarte à la crème et un peu simpliste, mais essayons de comprendre en fin de compte ce qui va se cacher dessous.
Mais quelque part, sous le fait de se faire un café, on va avoir des objets à manipuler. Du café moulu, un haut, pichet, cafetière, électrique, tasse, électricité, table, et une liste d'opérations qu'il va falloir ensuite, dont je vous laisse la lire, mettre dans le bon sens. Parce que effectivement, on risque sinon d'avoir des soucis. Tout ça, une machine à café, si vous allez à la machine à café du coin, le fait très très bien et le fait très facilement, mais ce n'est pas si simple, ce n'est pas aussi simple. Mais en fin de compte, construire un algorithme, ça va être avant tout analyser l'énoncé du problème afin de définir l'ensemble des objets à manipuler pour obtenir un résultat, et ensuite trouver le cheminement logique des tâches à fournir à l'ordinateur pour qu'il les exécute. Alors, je vous ai mis en dessous la définition que j'ai trouvée dans le Larousse, qui revient à peu près à la même chose. Alors, en exemple, qu'est-ce que ça donne? Je ne sais pas si vous avez déjà joué au Cluedo. Oui? Ça va? Donc Cluedo, on a des pièces, des personnes et du matériel, et il y a quelqu'un qui est assassiné. Et il va falloir trouver, en fin de compte, qui a été assassiné. Mais typiquement, ça peut se gérer de façon algorithmique. Si vous allez être, en fin de compte, dans des essais-erreurs qui vont vous permettre, en fin de compte, d'enlever les possibilités invraisemblables pour arriver à la vraie solution. Pour aller un petit peu plus loin, et pour reprendre des choses qui remettent en jeu le territoire, algorithme très très connu, celui du voyageur de commerce, avec ce problème, comment on fait passer par un ensemble de villes une personne en prenant le plus court circuit qui passe une seule fois par l'ensemble des villes. Alors ça n'a pas l'air comme ça a l'air d'être un algorithme simple, mais c'est un algorithme qui est très très complexe et qui intéresse énormément de gens aujourd'hui, ne serait-ce que pour les personnes qui font des tournées et qui doivent vous organiser l'arrivée de votre paquet en optimisant en fin de compte le trajet qui va être fait. Alors l'algorithme, il peut aussi ressembler à ça. C'est un ensemble de boîtes que l'on va chaîner entre elles. Alors là, c'est un exemple qui sort de nos recherches, avec des données de la métropole de Lyon, donc des millésimes, 2009, 2012, 2016, 2015, avec donc des données 3D, et être en capacité de détecter les changements qui se font sur ces données pour avoir la possibilité de montrer, en fin de compte, l'endroit où la ville évolue. Donc voilà, vous avez le fait de découper, qui s'appelle split building. Ensuite, on le fait sur chaque bloc, donc sur chaque millésime. Ensuite, on va faire une détection des changements entre millésimes pour créer un graphe de différence. Et ensuite, ce graphe de différence qu'on va simplifier va nous permettre, en fin de compte, de temporaliser ou de faire le cycle de vie de la ville. Donc, vous voyez, l'algorithme, on peut aussi le voir comme un ensemble de boîtes que l'on va gérer, on va dire que l'on va relier ensemble. On peut aussi le voir sous cette forme-là. Donc là, on est dans un bloc, dans un mode de bloc, où quand on veut deviner un nombre, et pour savoir si on peut faire deviner un nombre à quelqu'un, et savoir s'il est trop petit ou trop grand, ou si on a trouvé le bon nombre, et combien de temps on va mettre, combien de fois il va falloir le faire. Mais clairement, on joue à ça très petit. Et ma fille, à 6-7 ans, était déjà capable de reformuler cet exercice sous forme de bloc, comme ça, avec ce langage qui a été inventé par le MIT il y a quelques années maintenant, et qui permet vraiment de mettre ses idées, de les formaliser, on va dire, sous forme de blocs. Alors, sous ces blocs, vont se cacher des choses un petit peu plus compliquées. Revenons sur de l'urbain, revenons sur la ville 3D, et en particulier, ça c'était le petit extrait que vous a donné tout à l'heure en teasing Jean-Yves, c'est du langage, un langage qui va permettre de savoir comment on charge ici en l'occurrence les données en allant les chercher sur le site de la métropole et comment on a la possibilité de les visualiser dans un navigateur web. Donc typiquement, un ensemble de lignes qui sont mises bout à bout dans un certain ordre pour avoir la possibilité de représenter cette ville en 3D. Alors voici un autre exemple. Alors là, vous n'allez pas trop pouvoir voir ce qui est en dessous, c'est écrit un peu petit, donc je vais juste paraphraser un petit peu ces lignes de code. C'est un jeu vidéo qui a été fait par Ubisoft, et typiquement, ils ne vont pas s'amuser à tout faire à la main. Donc on a des règles simples, en génération procédurale, qui vont permettre de dire qu'on a de la neige à partir d'une certaine altitude, et la neige ne tient que si on a une certaine pente.
D'accord? Au-dessus d'une certaine pente, elle ne tient pas, elle glisse, c'est une avalanche et donc il n'y a pas de pente. Donc on a des problèmes d'altitude, de pente. On va mettre un petit peu de bruit pour que ça n'ait pas l'air trop, pour que ça ait l'air un petit peu naturel. Et on va parler aussi de la courbure de la montagne qui va nous permettre, grâce à ces données, de pouvoir représenter dans un jeu de façon complètement automatique cette neige, tout en n'ayant pas des armées d'infographistes qui vont les représenter à la main. C'est compliqué. Hop. Alors ces algorithmes, on peut aller un cran plus loin. Et on peut s'apercevoir qu'on peut avoir des algorithmes, que j'ai pour l'instant qui étaient assez simplistes, hein, mais qui peuvent se chaîner entre eux. Donc par exemple, prenons ce projet où on a une simulation de trafic qui va pouvoir être couplée en données d'entrée à une simulation de pollution, qui va être un modèle 3D, une simulation de météo, vent, pluie, et toutes ces interactions avec la maquette peuvent donner, en fin de compte, des informations sur comment va se propager et comment peut disparaître, par exemple, en fonction d'intempéries, des phénomènes de pollution que l'on pourrait avoir sur une métropole. Alors ça va nous poser des questions. C'est que l'algorithme, il donne des résultats. Mais à un moment, il va falloir être en capacité de lui donner des données, et en fonction des données que l'on peut lui fournir, on pourrait avoir des résultats qui sont plus ou moins vrais. Donc, qui vérifie ce qui est encodé aussi? On peut avoir dit que nos données étaient correctes, on peut avoir qualifié nos données, mais on va rentrer souvent dans une jolie boîte noire et on a un résultat en sortie. Et aujourd'hui, dans beaucoup d'algorithmes, il n'est pas possible de comprendre ce qu'il y a dans la boîte noire. Prenons par exemple l'application Postbac il y a quelques années, où le code n'était pas ouvert et où il n'était pas possible de savoir exactement comment étaient faits les traitements. Et enfin, est-ce que c'est reproductible? C'est-à-dire, est-ce que je suis capable de reprendre les mêmes données, le même algorithme, et trouver le même résultat? Est-ce que je suis capable de prendre du code qui m'a été fourni et de le relancer et de retrouver, en fin de compte, un résultat sans être aidé par l'informaticien qui a développé tout cela? Alors, on parlait d'algorithme, on parlait d'objets, mais peut-être que c'est le moment de définir ce que l'on entend par objet. Parmi les boîtes noires, par exemple, l'essentiel des capteurs que l'on a sont souvent des boîtes noires, dont on ne connaît pas l'algorithme, parce que souvent les entreprises qui fournissent les capteurs ne les donnent pas. Voilà typiquement un problème qui peut se poser, puisqu'on ne sait pas exactement du coup ce qu'on peut mesurer. Alors, qu'est-ce qu'on entend par objet? Alors, par objet, il faut entendre la litanie habituelle, c'est les ustensiles, les outils, les instruments, les appareils, les machines, les armes, les réseaux, les constructions, les architectures, les équipements, et on peut faire une liste. C'est une liste qui est finie, parce que c'est une production humaine, mais si vous vouliez la faire, ça vous demanderait un temps absolument infini. Et il faudra ajouter les habits, les draps, les couvertures, les chaussures, les chaussettes, les cotons-tiges, et puis aujourd'hui les masques, et sans compter tous les objets que l'on détruit en les consommant. Vous savez qu'il y a une différence entre usage qui conserve les objets en l'état et consommer qui les détruit. Notre nourriture, par exemple, est une consommation et donc on détruit la nourriture en l'absorbant. Mais tous ces objets servent absolument notre existence quotidienne. C'est-à-dire sans lesquels on ne peut pas, enfin on peut vivre, mais il faut vivre autrement. Si des objets viennent à manquer, eh bien il faut qu'on change nos modes de vie. Eh bien, il ne veut rien faire. Si, il est ton autre, je te l'ai passé. Il est un peu dehors de la feuille. C'est ton ordinateur qui est... Bah, fais-les-moi passer, bon, tu es obligé de... Ah. Plus de pile. Donc les objets de ce point de vue-là, ils vont faire ce qu'on appelle des... Vous entendez, parce que j'aime pas les micros comme ça. Ils font des appels de pratique, c'est-à-dire que leur forme, leurs caractéristiques, leurs propriétés ouvrent des possibilités d'action. Vous avez ici, par exemple, un banc. Un banc, il peut appeler les gens à s'asseoir, mais il peut appeler, quand il a une certaine forme, il peut appeler les skateurs à faire leurs exercices ou à faire montrer leur habileté. Et évidemment, vous avez des contre-skateurs qui sont d'autres objets, comme le petit truc en fer qui essaye de... Donc vous voyez comment les objets appellent à faire un certain nombre de choses, appellent nos activités, nos actions. C'est ce qu'on appelle des affordances, c'est-à-dire que l'affordance, c'est un environnement d'objets qui va tout simplement faire en sorte que d'offrir aux individus et fournir un environnement qui est mis à leur disposition, aussi bien pour leur bien que pour leur mal par ailleurs. Et ça, c'est Gibson qui le définit. Et ces objets,
ils peuvent être plus ou moins compliqués. Alors évidemment, les appareils, les machines ou les constructions sont des appareils, ce sont des machines donc ce sont des objets compliqués. Et on utilisera souvent deux mots, objet ou dispositif technique. Dispositif technique, c'est pour les objets compliqués. Parfois, on dira dispositifs techniques et spatiaux de l'urbain, quand c'est les constructions, par exemple, parce qu'ils prennent de la place et ils fabriquent de l'espace. Et l'intelligence artificielle, eh bien, on la situe dans les dispositifs techniques. Et pour faciliter l'exposé, évidemment, je retiendrai que le mot objet comme mot générique. Donc, quand je parlerai d'objet, vous entendrez bien toute cette liste possible de complexité qu'il peut y avoir autour des objets. Pardon, tu peux revenir. Vous voyez deux photos. Donc là, par exemple, c'est comment dire la fibre qui alimente. C'est une boîte qui est une boîte qui est enterrée et qui permet d'alimenter l'ensemble de la signalisation c'est à Lyon ici. Et ça vous montre là, voilà, on a un objet qui est compliqué et un objet qui relève du dispositif technique. Tu peux passer. Hop là, c'est trop vite. On est déjà à la synthèse, je suis désolé. Alors parfois les objets sont pas sympas, ils se mettent pas de notre côté. Ça s'appelle quand ils sont pas conviviaux, ça. Et là, c'est bon, tu retournes, c'est bon là ? Oui. Donc tous les objets nous offrent des possibilités d'action et l'habileté à les manier, à nous en servir, vont nous rendre capables d'agir. Ils nous capacitent, comme je disais tout à l'heure, et ils nous permettent de conduire les affaires qui sont nécessaires à notre existence. Et nos modes d'existence peuvent varier absolument du tout au tout selon les types d'objets auxquels nous avons accès. On peut ou ne pas avoir accès. Vous savez que très longtemps, dans les sociétés, certains objets étaient tabous. C'est-à-dire ils étaient interdits aux femmes, d'autres étaient autorisés aux hommes, mais interdits d'autres étaient interdits aux hommes, mais absolument autorisés aux femmes. Et ça, c'est juste pour vous donner un exemple. Et évidemment, selon que l'on puisse accéder, qu'on peut accéder à un objet ou pas, eh bien, on a plus ou moins de capacités. Aujourd'hui, si vous êtes privé d'écran ou de smartphone, vous pouvez avoir quelques difficultés pour accéder à certains services, comme les impôts, par exemple. Ça peut devenir un peu embêtant pour la personne qui n'a pas l'habileté. Plus généralement, nos comportements individuels et collectifs, nos manières de penser, notre conscience, nos idées, de notre point de vue, dépendraient surtout des objets que nous manions dans les modes d'action dans lesquels nous sommes. Exemple typique, pour un universitaire comme moi, qui a mon âge, je suis passé de la machine JAPI, je ne sais pas si vous vous souvenez, on faisait tac, tac, tac pour rédiger un rapport, à l'ordinateur. Et là, vous avez par exemple l'intrusion de ce qu'on appelle le copier-coller. Il y a une grande différence dans la façon de penser et la façon d'imaginer les choses et de rédiger un texte entre les deux mondes. D'accord ? Et on ne fait pas exactement les mêmes choses. Voire, on peut les faire mieux, mais en tout cas, dans tous les cas, on les fait autrement. Donc, on peut dire qu'il n'y a pas d'activité humaine, je vous mets au défi de m'en démontrer une seule qui n'utilise pas des objets et qui ne mobilise pas des objets. Que cette activité soit sacrée, qu'elle soit triviale, qu'elle soit publique, privée, individuelle ou collective, il n'y a pas d'activité sans objet. Et les activités sont outillées, nos activités sont outillées ou instrumentées. Par exemple, tout ce qui est autour de nous nous sert en quelque sorte d'outil pour faire ce que nous avons à faire. Et les objets vont résoudre en quelque sorte les problèmes de l'activité individuelle et collective. C'est-à-dire que toutes nos activités ne trouvent de solution que par les objets que l'on va manier pour pouvoir les réaliser. Oui ? Alors selon un anthropologue qui fonde cette théorie sur laquelle nous nous appuyons, Mauss, oui, le corps est le premier objet technique de l'homme. Notamment, vous ne pouvez rien faire votre corps si vous n'avez pas d'apprentissage. C'est-à-dire que vous avez appris à marcher, vous avez appris à faire du vélo, vous avez appris à nager. Si vous n'apprenez pas tout ça, vous ne faites rien. Vous êtes totalement un être qui n'a ni cerveau ni corps. C'est-à-dire un être qui ne peut pas avancer. Et donc on dit on parle de technique du corps. Et d'ailleurs vous objectivez votre corps de la manière suivante. Vous parlez bien de ma main, de ma tête, de ma jambe, de mon pied. C'est-à-dire que vous voyez bien que vous en parlez comme on peut parler d'un outil, d'une façon extérieure. Et donc on objective. Et de ce point de vue-là, le corps est effectivement un objet. Et le premier objet, voilà. Sauf que cet objet, il a un inconvénient, c'est il sait tout faire, mais mal. Mais par contre, essayer d'enfoncer un clou avec votre poing, c'est pas possible. Même si vous avez un peu de force, il va vous falloir bien les karatékas savent très bien faire quand même. Ils savent casser des planches, etc. Mais même en ayant une grande habileté, rien ne remplacera un marteau ou une hache.
De manière générale, l'existence humaine, je réponds un peu à votre question, serait conditionnée par la disponibilité et l'accès aux objets, aux dispositifs techniques. Je vous ai listé des gens, donc on va à peu près du début du XXe siècle jusqu'à maintenant, parce que Crawford, c'est un Américain qui a écrit quelque chose qui est très beau, qui s'appelle L'éloge du carburateur, un philosophe qui parle comme ça, je vous conseille de le lire, c'est absolument magnifique, en plus il écrit simplement. Et donc les types d'objets, leur disponibilité, les modalités définissant leur accès, va caractériser chacune de nos sociétés. Et les archéologues ne s'y trompent pas, qui sont capables de remonter la manière dont une société existe, rien qu'en partant des objets, puisque les objets, c'est souvent la seule trace qui reste de civilisation perdue. Donc tous les objets sont fabriqués en vue d'un usage pour résoudre nos problèmes et les problèmes qui sont posés par notre activité. Ça postule que les humains ne peuvent rien faire comme ça, rien ne leur est donné, donc il faut qu'ils s'activent. Ça, c'est par exemple Marx qui le disait très bien. Ce qui différencie les hommes de toute autre espèce animale, de tout autre être, c'est précisément qu'il est obligé de travailler, enfin de s'activer pour pouvoir au moins se nourrir. Voilà. Et les activités singulières de fabrication vont assurer le fonctionnement des objets. L'informaticien va faire des algorithmes. Et l'usage et la mobilisation et le maniement des objets pour assurer la bonne fin des activités. Et l'usage et la fabrication des objets vont relever de deux ordres techniques, les techniques d'usage et les techniques de fabrication. Les secondes devant résoudre les problèmes que posent les premières. D'un côté donc, la fabrication, le monde des fabricants et les techniques de fabrication, donc la dotation en objets et le fonctionnement des objets, ce qu'on appelle l'instrumentation. Ça, on ne reviendra pas malheureusement là-dessus, on n'a pas le temps. De l'autre, la mobilisation des objets dans les activités, c'est-à-dire les publics qui sont destinataires des objets et des techniques d'usage, nous tous ici présents, et puis, ça représente l'instrumentalisation, c'est-à-dire ce que l'on fait avec les objets. On ne reviendra malheureusement pas là-dessus, mais je tenais à le signaler, parce que c'est important pour le reste. Voilà. Et ça donne ce schéma, vite, je suis perdu là. Merci. Ça donne ce schéma, si vous regardez bien, les objets et dispositifs. Alors, déjà, il y a un monde qui s'appelle les fabricants, avec les techniques de fabrication, et qui ont pour fonction de doter en objets et dispositifs techniques, j'ai ajouté urbain ici, l'ensemble des publics. De ce côté-ci, on a le public, les techniques d'usage et la mobilisation de ces mêmes objets. Et en fait, quand vous regardez bien, les objets et dispositifs techniques qui nécessitent des techniques de fabrication, qui résolvent des problèmes d'activité de fabrication, qui produisent des objets techniques, qui nécessitent des techniques d'usage, qui résolvent nos problèmes d'activité, qui mobilisent des techniques. Et là, c'est en fait une représentation, on pourrait dire, du marché, c'est-à-dire ce qui fait que l'on a besoin des objets, on a besoin de les fabriquer et on a besoin évidemment d'échanger entre ces deux mondes. Et si vous regardez bien, l'expérience est réversible. C'est nous tous ici, chacun selon la case de son emploi du temps est à la fois ou public ou fabricant. Il se peut que, par contre, les expériences en passant d'un monde à l'autre soient très difficiles à faire. Si je vous explique que les informaticiens ne pensent pas aux usagers et que les architectes dont j'ai fait partie à une époque peuvent construire en oubliant complètement à quoi sert une cuisine, par exemple, et donc à faire des cuisines qui sont absolument très difficiles à utiliser. Je ne sais pas si ça marche. Donc les objets, l'usage des objets va nécessiter des apprentissages. C'est-à-dire ça vient pas comme ça. S'asseoir, par exemple, c'est pas du tout naturel. D'ailleurs, quand vous changez de société, vous allez au Maghreb, par exemple, pour vous asseoir, c'est pas du tout la même chose. Et vous allez vous allez sentir que vous n'avez pas appris, parce que vous allez avoir très mal à votre corps. C'est-à-dire, vous allez avoir des courbatures, etc., parce que vous ne saurez pas vous asseoir selon les façons de faire. Donc, les objets, l'usage des objets va nécessiter des apprentissages plus ou moins longs, l'acquisition de dispositions somatocognitives qui sont relatives au fonctionnement des objets. Typiquement, pour apprendre au vélo, il faut se dresser. C'est presque dresser ou un dressage du corps. Apprendre un ordinateur, voilà. Si vous avez un jour l'occasion d'expliquer comment fonctionne un smartphone à une personne âgée, un peu plus que moi, vous allez vous rendre compte qu'elle n'a pas les dispositions nécessaires qui lui permettent de pouvoir en utiliser. Et donc, elle ne peut pas accéder à cet objet, sauf à partir de longs apprentissages qui sont souvent extrêmement douloureux, il faut s'en souvenir. Et le vélo, c'est très douloureux parce qu'on tombe. Alors, on met des petits trous, je sais bien, mais c'est quand même un apprentissage douloureux. Comme marcher demande beaucoup de temps et beaucoup de douleur.
Donc, alors, c'est pas parce qu'on souffre que c'est bien, hein, c'est pas du tout ce que je raconte. Je veux dire simplement que les apprentissages sont très longs et souvent très difficiles à faire. Donc, le fonctionnement des objets prend appui sur les capacités somatocognitives et cultive nos aptitudes en disposition. Oh là là, j'ai le secours. Les algorithmes nous en veulent là, parce qu'on n'est pas très gentil avec eux, je crois. Voilà, c'est là. Donc, si on schématise comment fonctionne un objet, eh bien, un objet, voilà, qui cultive des dispositions à partir de nos aptitudes cognitives et somatiques, qui ouvre des licences d'action et définissent des comportements individuels et collectifs, dont la régularité forme des pratiques, qui règlent les usages, qui s'actualisent dans des activités, et c'est réversible, c'est-à-dire que les activités qui actualisent les usages, qui règlent des pratiques, qui régulent nos comportements, qui effectuent nos dispositions, et qui permettent de mobiliser les objets. Et on voit bien comment, d'une certaine manière, ici, les objets nous rendent intelligents. Oh, je touche plus à rien. Au secours. Je dépasse pas trop le temps, Gilles. Voilà. En quoi c'est intelligent? C'est intelligent l'artificiel. En quoi l'artifice est intelligent? Eh bien, tout simplement, on reprend ici les travaux de Gilbert Simondon, qui est un philosophe qui a œuvré à Saint-Étienne, pas loin d'ici. On peut considérer que les objets fonctionnent exactement comme des instruments. C'est quoi un instrument? Un instrument, ça sert à prélever de l'information. Vous connaissez tous l'histoire de Galilée. Vous savez que Galilée, avec son instrument qui s'appelait une lunette, découvre le monde autrement. Il a failli en brûler d'ailleurs, je vous rappelle. Et ce faisant, en changeant de point de vue sur le monde, en changeant les modalités par l'information qu'il a perçue au travers de cet instrument, eh bien, il va changer complètement les représentations du monde et il va ouvrir l'ère de la modernité que nous connaissons aujourd'hui. Donc, vous voyez la puissance et la force des instruments dans la mesure, eh bien, les instruments vont servir à prélever de l'information qui est hors de portée de nos organes, on va dire, naturels, et les instruments servent à connaître le monde et à le rendre intelligible. Et les instruments vont modifier notre modalité d'intelligibilité du monde et donc notre façon d'y agir et d'y être. Et en cultivant nos aptitudes, en disposition, les objets se comportent comme des instruments. Ils nous informent constamment de l'état du monde et de l'état d'avancement de l'activité qui est en cours. En ce sens, les objets nous rendent intelligents et nous pouvons parler d'intelligence artificielle. Alors, le comportement des individus et le fonctionnement des objets sont intimement liés. Ce lien peut se définir à travers deux rapports. Il y a d'une part les rapports qu'entretiennent les objets avec leur public, la convivialité, c'est comment les objets se comportent avec nous. Et puis, il y a les rapports qu'entretiennent les publics avec les objets, c'est ce qu'on appellera la civilité. Et ces rapports définissent la praticité d'un objet ou son urbanité dans le cas des dispositifs techniques et spatiaux de l'urbain. Et convivial, ça c'est ce qu'on reprend le travail de Ivan Illich, et convivial, qui rend service à celui qui l'utilise. Et c'est là où c'est très intéressant de regarder l'urbanité et la convivialité des algorithmes, parce que un objet est convivial s'il génère de l'efficience sans dégrader l'autonomie de celui qui l'utilise. Il élargit le rayon d'action de celui qui l'utilise et il recourt à une technique qui tire le meilleur parti des dispositions somatocognitives de celui qui s'en sert sans la servir, sans le programmer. Ça, c'est l'excellence des objets conviviaux. Autrement dit, la convivialité est ce qui permet à des objets et des dispositifs techniques d'être appropriés à nos activités, et non pas appropriés par quelqu'un, c'est bien approprié à nos activités et à l'activité des publics. Et selon c'est notre interprétation des travaux de Ivan Illich, déjà en 1973, qui était une forte critique de notre société actuelle. Pardon, j'ai failli toucher. Donc la civilité, c'est le rapport que les publics entretiennent avec les objets en fonctionnement. En fait, pour conserver une habileté, pour conserver l'usage, eh bien, chacun de nous a intérêt à s'occuper, à faire attention aux objets qu'il manipule. C'est pas un hasard si dans la rue vous ne faites pas n'importe quoi. C'est pas un hasard si vous ne cassez pas gratuitement votre ordinateur. C'est parce que vous en avez besoin et que cette utilité, cet usage, vous avez intérêt pour continuer à en user, à l'entretenir, à garantir la continuité de son fonctionnement. Et la civilité, c'est garder en l'état, entretenir des objets pour les maintenir en fonctionnement et pour les maintenir toujours disponibles à l'activité.
En ce sens, eh bien, l'usage contribue à limiter l'usure et la destruction. En cela, c'est très durable l'usage. C'est quelque chose c'est même tellement durable que ça empêche parfois l'innovation. Et la civilité et l'attention portée aux objets pour les maintenir en l'état. Typiquement, souvent, la civilité, elle qualifie des actes qui sont destructeurs d'objets et évidemment dangereux pour les autres, mais surtout parce qu'ils mettent en péril le fonctionnement de certains objets. Celui qui grille le feu rouge met en péril le fonctionnement de la rue, par exemple. C'est bon, Gilles? Oui, vas-y. Voilà. Pour en synthèse, si on regarde, j'aime bien les schémas, j'y peux rien, donc j'embête tout le monde avec mes schémas, mais... Donc si vous regardez bien, les objets selon les cases de l'agenda, je n'ai pas parlé des questions de temporalité, mais c'est un sujet complémentaire. Donc selon les cases de l'agenda, agissent comme des instruments qui cultivent nos dispositions à partir d'aptitudes cognitives, qui modifient l'intelligibilité du monde, soit nos perceptions, nos sensations, nos informations, nos régimes de signification, nos connaissances, qui ouvrent et ferment des licences ou des licences d'action, des affordances, c'est-à-dire nous ouvrent des perspectives d'action. Et là, avec ces ouvertures que font les objets, quand par exemple un nouvel objet arrive, c'est ce qui arrive le plus souvent, eh bien, il va permettre d'identifier des nouveaux problèmes, donc des nouvelles activités, et il va ouvrir il va ouvrir la contingence sociale, c'est-à-dire nos habitudes vont ne plus avoir lieu. Hein. Et ce sont des situations de subversion, d'altération du monde existant. Pour compléter, si on continue notre schéma, quand on est arrivé ici, eh bien, il y a une régulation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas ouvrir nos habitudes et ce qu'on appelle la contingence sociale, tout simplement parce qu'il y a les règles d'usage qui vont limiter, inhiber, et qui instituent et qui régulent ces fameuses licences d'action, ces ouvertures d'action. Donc là, vous avez la contingence sociale est conservée, c'est-à-dire il n'y a pas d'altération du monde existant. Et puis, bien évidemment, les licences d'action, si elles ne changent pas, si elles engagent les mêmes activités, qui actualisent des règles d'usage, qui règlent nos pratiques, qui régulent nos comportements, qui permettent de mobiliser des objets selon les cases de l'emploi du temps et on boucle. Et là, vous êtes dans un monde qui s'appelle un cycle fermé, le maintien du monde en l'état. C'est la nostalgie que l'on a aujourd'hui des mondes anciens où tout était établi, aussi bien la fabrication que l'usage. Encore, et c'est la fin. On complexifie, il peut se passer ici, à cet endroit-là, les licences d'action, eh bien, on peut effectivement avoir identifié un nouveau problème. C'est typiquement ce qui s'est passé avec le smartphone qui nous a fait changer en moins de 5 ans tous nos rapports les uns avec les autres. Du point de vue de l'ubiquité, du point de vue... Tout ça en quelques années, sans qu'il y ait un grand raout de publicité ni forcer personne. Ça s'est fait très, 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 très vite et on a changé vraiment nos rapports les uns avec les autres grâce à cet appareil. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, notamment le smartphone va faire un travail énorme sur la question de l'accélération du temps, c'est-à-dire il va pouvoir nous permettre de gérer notamment du temps et du coup avoir une ouverture sur nos habitudes, casser ces habitudes et puis subvertir en quelque sorte nos modes opératoires habituels. Et là, eh bien, on va engager des actions qui peuvent se pérenniser en nouvelles activités, qui actualisent autrement nos règles d'usage, qui règlent autrement les pratiques, régulent de nouveaux comportements, qui permettent de mobiliser de nouveaux objets, et on repart dans une nouvelle strate. Sur cette figure-là, vous avez ici, c'est des ouvertures sur des cycles d'invention et de création de nouveaux dispositifs techniques et de nouveaux comportements, et des changements et des transformations du monde. C'est ce que fait l'algorithme aujourd'hui. On est sur cette ligne-là, et évidemment, ce sont des ouvertures sur des nouveaux comportements. Et là, il y a toujours la possibilité avec les objets que ces comportements soient vertueux selon, évidemment, les valeurs que l'on attribue au changement. Si on veut des changements environnementaux, eh bien, il faut absolument inventer les objets qui vont avec. C'est tout ce que j'ai à dire. Ah si, peut-être ça, il faut que je le dise. Pardon, oui. En quoi peut-on parler d'urbanité des algorithmes? Eh bien, tout simplement, comme ce sont des objets comme les autres, leur urbanité, pour ceux qui participent des activités urbaines, va dépendre de leur convivialité telle qu'elle appelle nécessairement la civilité. Si vous avez des objets qui sont vraiment conviviaux, vous avez toutes les chances de générer de la civilité. Et l'urbanité des algorithmes apparaît dans la capacité de cette dernière à être appropriée aux activités des publics urbains, et l'urbanité des algorithmes apparaîtra d'autant plus faible qu'elle asservit et programme les activités des publics urbains et les urbains eux-mêmes. Et ça, je pense que c'est un point important. Vas-y, suis. Voilà, l'algorithme, ou plutôt les algorithmes, peuvent être considérés comme une classe particulière d'instruments
Là, il faudrait développer, mais en fait, ils participent à produire non seulement de l'information, mais ils peuvent contribuer à simuler le réel et l'activité. Et dans les deux cas, ils permettent toujours de produire d'autres objets. Et ces objets, comme les cartes, etc., les produits, les statistiques, etc., ces objets virtuels, comme les modèles, montrent en plus le dynamisme qu'il peut y avoir en intégrant les dimensions temporelles. Ils permettent d'examiner des possibilités et de nous présenter des possibilités qu'on pourrait effectuer, des avenirs désirables. Et évidemment, de ce point de vue-là, vas-y Gilles, les algorithmes sont des objets intermédiaires qui mettent en relation à la fois les objets et les publics et qui vont aligner les acteurs en leur permettant de se projeter dans les mondes à venir possibles et de choisir. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler le rôle de médiateur que peuvent fournir d'une certaine manière les algorithmes et sur lequel Gilles va sans doute insister, puisque Gilles dessine-nous, non pas un mouton, mais un algorithme plein d'urbanité. Et là, on va avoir plusieurs exemples à montrer. Si c'est bon pour vous, je reste proche de l'ordinateur, ce qui sera plus Tu simple. veux pas que je... Bon, ça va, je gère en même temps. Non, reste loin avec ça. Non, mais c'est avec le... Non, c'est avec la technique. Ouais. Alors, dans ce que j'ai entendu, effectivement, si on reprenait cette première partie, on peut faire très vite une analogie. On a des objets techniques qui ont été mis à la disposition de tous, et souvent, en fin de compte, ça se fait sous forme de petites applications que l'on peut avoir sur son smartphone. On va avoir un Waze qui va vous aider à se déplacer en prenant peut-être le meilleur chemin. Je dis peut-être, parce qu'en fin de compte, on peut aussi avoir des questionnements sur la loyauté de l'algorithme. On peut aussi avoir un Waze qui va peut-être, alors j'ai pris Waze, hein, ça pourrait être Uber, ça pourrait être plein d'autres, qui pourrait amener, on va dire, à ne pas être forcément civil, peut-être ralentir parce qu'on vient de nous signaler qu'il y a, on va dire, la police qui est un petit peu plus loin, ou qui pourrait nous amener à des pratiques individuelles qui ne sont pas du tout bonnes pour le collectif. Par exemple, si on regarde un urbanisme tactique qui est mis en place par une métropole, et peut-être un Waze qui va avoir tendance à contourner certaines choses parce que ça leur permet, on va dire, de faire gagner du temps à l'individu, en passant par exemple par des zones 30 ou des zones pavillonnaires, alors que ce n'est peut-être pas la meilleure idée. Il y a aussi la notion de convivialité que l'on va vous vendre, on va dire, avec ce type d'algorithme. Donc c'est quelques mots que j'ai repris dans les transparents de Jean-Yves, et c'est vrai qu'en préparant cet exposé, j'espère et je pense que vous avez compris l'analogie qu'il y avait entre cet objet et ce que l'on retrouve en fin de compte sous forme d'algorithme dans la vie de tous les jours. Alors là, j'ai mis quelques images pour vous montrer que l'algorithme va nous amener en fin de compte à données qui peuvent être en fin de compte des données numérisées ou des données issues de capteurs ou des données qui sont issues de plans ou des choses qui sont plus immatérielles et dont on va parler, par exemple, comme Guignol. On va donc avoir cette possibilité d'avoir des objets, et ces objets qui vont nous amener à une médiation, j'aime bien le terme objet intermédiaire qui est proposé par Dominique Vinck, avec cette idée qu'on est sur une entité entre deux acteurs, c'est-à-dire quelque chose qui est circulant et qui va être un peu une passerelle entre deux personnes, ou qui pourrait être, en fin de compte, un élément entre deux algorithmes. Donc il va y avoir, en fin de compte, un ensemble de données qui vont permettre, en fin de compte, de faire circuler cette information. Typiquement, aujourd'hui, c'est ce que l'on va retrouver dans les algorithmes. Mais c'est aussi ce que l'on va retrouver dans la ville. Donc là, c'est issu d'un projet qu'on a déposé avec la métropole il y a quelques mois, sur cette idée que l'on peut faire du monitoring urbain, avec des environnements, donc parler d'urbanisation, donc d'évolution de la ville, d'étalement urbain, des infrastructures, pour parler de mobilité, des hydrosystèmes qui vont nous permettre quand même d'avoir un accès à l'eau potable, mais aussi de faire du transport de marchandises, de la biodiversité de l'écosystème que l'on souhaite remettre aujourd'hui en lieu et place, enfin dans la ville. Tout ça, on peut l'observer comme un bioréacteur urbain, et on va avoir la possibilité d'avoir un ensemble d'algorithmes qui vont nous aider dans cette tâche. On va par exemple avoir la possibilité d'avoir des caméras qui vont être présents sur l'espace public, qui vont amener des éléments. On a les compteurs Linky, donc smart meters, qui vont amener, on va dire, aussi des informations sur les consommations. On va avoir le citoyen qui lui-même produit énormément de données, avec des problématiques de données personnelles, mais qui va aussi se transformer souvent en lui-même, de façon volontaire,
en capteur, puisqu'il peut, par exemple, avec des applications, par exemple, faire de la détection et du relevé de bruit. On va avoir des capteurs environnementaux, on va aussi avoir, grâce à la métropole, des relevés tous les 3 ans de l'urbain, en fin de compte, avec des vols aériens pour avoir des images 3D ou des orthophotos de notre ville. On va pouvoir compléter avec un ensemble de simulations pour pouvoir ensuite réfléchir à ce qu'est la ville et comment elle est en train d'évoluer et ce que l'on pourrait en faire. Et dans le cadre de ce projet, je me suis servi de cette image, mais ce qui est important dans le cadre de ce projet, c'est qu'on est sorti du Smart City où il fallait mettre du capteur de partout et on est plus sur la compréhension de ce que l'on souhaite mesurer, pourquoi on souhaite le mesurer et ensuite comment on va le mesurer tout en étant éco-responsable. C'est-à-dire réfléchir à comment l'empreinte que peut avoir le numérique, par exemple, parce que dans le disruptif de Disrupt Campus, je pense dans le numérique, il y a aussi ce questionnement qui doit apparaître, c'est l'impact que peut avoir aujourd'hui le numérique et donc l'algorithme sur notre planète et comment on fait pour réfléchir en termes de validité et d'intérêt à ce qu'il faudrait mesurer, pourquoi il faut le mesurer et ensuite qu'est-ce que l'on va pouvoir faire de ces mesures pour en faire des propositions, par exemple correctives, qui vont elles-mêmes pouvoir être mesurées. Alors, là, on a toute une partie de l'exposé, oui, presque 40 minutes, 45 minutes sur des présentations avec beaucoup de textes. Et on a choisi à la fin de mettre quelques vidéos avec quelques exemples qui sortent de mon équipe de recherche. Donc, ça va être assez centré sur la ville, d'accord ? Et ça vous permet d'avoir quelques vidéos à la fin un peu donc qui vont vous changer un petit peu les idées si vous en avez marre de nous écouter parler d'objets et ainsi de suite. Donc la première chose qui va nous intéresser, donc juste pour information, en haut vous êtes à Villeurbanne, à Gratte-Ciel centre, donc la partie du quartier qui va être complètement revue qui est en train d'être revue d'ailleurs puisque le lycée a déjà été construit et l'ancien lycée va bientôt être détruit. On a vraiment cette idée qu'on s'inscrit dans un cycle de vie. Donc comment en fin de compte l'algorithme peut donner des informations sur ce cycle de vie. Comment on va réussir à comprendre ce qui se passe. Le building est construit, d'accord, ou il est détruit. On va ajouter des choses sur le building et on va documenter tous ces éléments. C'est ce qui est marqué en dessous. Et ça fait référence à l'algorithme dont je parlais tout à l'heure. On va prendre les modèles 3D de la métropole de Lyon, on va les comparer et on va avoir la possibilité, comme ça, comme vous l'avez vu sur la vidéo en bas, de voir en fin de compte ce qui change au cours du temps. Et comme ça, d'essayer de comprendre l'évolution des quartiers, mais en ayant des visions ou micro ou macro en fonction de ce que l'on veut faire. Alors on voit qu'on a un cycle de vie de la ville, mais on a une ville qui atteint le consensus, c'est-à-dire une ville qui se construit, avec des permis de construire qui sont déposés et des opérations qui sont effectivement faites, mais aussi l'algorithme peut amener, grâce à ces outils de versionning, à comprendre les villes concurrentes, les villes qui sont plutôt basées sur des propositions. Imaginons, on veut construire une nouvelle tour ou on veut complètement modifier un quartier dans la métropole. On peut mettre en place des outils qui vont permettre de proposer ces villes concurrentes et qui vont permettre de faire des calculs sur ces villes concurrentes. On a 2 villes concurrentes qui sont en V5, V6 et V4, V7, V8. 2 choses qui seront ensuite ramenées après consensus dans le cycle de vie de la ville. Mais on s'aperçoit, si on regarde V13, que la ville peut être influencé par des propositions urbaines, par le projet, qui est lui-même un objet. Et en particulier, on va s'apercevoir, par exemple, si on s'intéresse à une nouvelle ligne TGV, par exemple, qui descend dans le sud de la France, dans les années 85 à peu près, si je me trompe pas, et avec, autour de Valence, 2 propositions de trajet, et un gros impact sur l'immobilier. Ça ne se vend plus sur ces lignes-là, parce que les gens attendent de voir s'ils ne vont pas avoir une ligne TGV qui va passer à quelques centaines de mètres de chez eux. Donc typiquement, on s'aperçoit que le projet urbain, va aussi avoir cet impact, et c'est des choses que l'on peut mesurer grâce à des outils que l'on met en place, va avoir un impact sur la ville en elle-même. Des constructions, par exemple, qui peuvent se faire à Givors, où on a une gare d'eau qui est prévue, donc un port qui n'est jamais construit, mais avec des bâtiments qui auront été construits autour de cette future gare d'eau qui ne verra jamais le jour. Alors pour comprendre un petit peu ce qui se passe, il faut aussi qu'on documente cette ville. Il faut qu'on ait la possibilité de proposer des éléments qui vont être donc des éléments thématiques, qui vont en venir en plus du spatial et du temporel dont on parlait juste avant,
et qui vont permettre, par exemple, sur un quartier qui est l'îlot du Lac, pas très très loin d'ici, si vous remontez en direction du campus de l'Adoua, mais qui vont vous permettre de représenter, sous forme de couches comme ça, la ville, donc le quartier, à différentes époques. Alors bien sûr, on peut le représenter, mais on peut aussi lier, comme on le montrait tout à l'heure sur le cycle de vie de la ville, on peut lier des documents qui vont pouvoir expliquer comment, en fin de compte, s'est passée cette transformation. Donc par exemple, on va choisir ce document, et on va avoir la possibilité de pouvoir amener des éléments de récit ou de storytelling de la ville grâce à ces documents qui vont être liés aux éléments historiques. Autre point qui paraît aujourd'hui important, c'est d'apporter des algorithmes qui vont amener des éléments pour partager le contenu. Alors, regardons ce qui se passe au niveau d'un Data Grand Lyon. On a aujourd'hui la chance d'avoir, à vue de nez, à peu près 1000 couches, on va dire, de données différentes. On va avoir des téraoctets de données qui sont mises à disposition de tous pour mieux comprendre la ville. Et on s'aperçoit que dans pas mal d'applications qui sont en train de naître sur le territoire, on a besoin de collaborer et on doit apporter, on va dire, une relation, une discussion entre les sachants ou entre des décideurs et des collectifs ou l'individu, le citoyen. Et là, typiquement, dans cet outil que l'on avait mis en place pour essayer de voir ce qui fait patrimoine, l'idée était de proposer à des citoyens de venir déposer des éléments qu'ils pensaient être importants dans le cadre du patrimoine. Alors bien sûr, on voit très vite ressortir des éléments qui font déjà patrimoine, type une basilique ou une tour qui a été construite récemment. Mais à côté de ça, on voit aussi sortir des éléments qui sont aujourd'hui, qui font patrimoine pour un citoyen et qui vont être référencés et qui vont être vus parce qu'en fin de compte, on a énormément d'occurrences sur ces éléments. Toujours pareil, on est dans le participatif avec cette idée d'avoir des propositions qui pourraient arriver des citoyens, mais aussi une partie donc côté administration pour trier ce qui est proposé et amener des éléments d'interaction avec le citoyen qui souhaite proposer des données. Alors si on prend maintenant la place de l'algorithme sur un ensemble de données, donc là encore on est sur des données de la métropole, des orthophotographies infrarouges, des nuages de points 3D qui sont déjà catégorisés, donc on y retrouve les bâtiments, on y retrouve la végétation, mais on a des erreurs sur la catégorisation. Donc typiquement, via l'algorithme, si on commence à croiser, on va dire, les données, on a la possibilité d'avoir une représentation 3D d'une végétation ou une meilleure catégorisation des nuages de points qui sont relevés par vol aérien. Alors cette végétation, là pareil, ça nous permet d'avoir une nouvelle donnée, et cette nouvelle donnée, on peut l'utiliser par exemple si on fait du cadastre solaire. Donc on a la chance sur la métropole d'avoir un cadastre solaire, je vous ai donné la référence sur la gauche, et on a aussi cette possibilité d'aller, on va dire, de prendre les données de la métropole et de proposer, est-ce que ça marche? C'est pas sûr. Tac. Si c'est en train, donc c'est qu'il fait nuit, voilà, le soleil se lève, et on voit en fin de compte l'arrivée de ce soleil, et on voit les zones, et en particulier on voit les ombres portées. Alors une ombre portée, ça peut poser un problème si vous avez un panneau solaire sur votre toit, mais ça peut aussi vous donner, alors moi je vais appeler ça avec mes mots d'informaticien, un droit à la lumière, et si un ouvrage se positionne et qu'il vous empêche, par exemple, de voir le soleil à certaines heures, ben ça peut poser un problème à vous qui avez, en fin de compte, au départ, un accès à la lumière et au soleil. Alors on peut se poser la même question sur des problématiques de visibilité. Donc comment on prend ces données et comment des algorithmes peuvent permettre de qualifier, on va dire, cette visibilité, donc, ou de quantifier cette visibilité. Donc par exemple, les pourcentages d'occupation de ciel, de sol, de végétation, mais aussi la possibilité de voir certains bâtiments ou de ne pas les voir. Alors ce que vous voyez à droite, ça s'appelle un skyline, c'est aussi la capacité d'utiliser ces modèles 3D et grâce à un algorithme, de regarder en fin de compte comment est composée votre vue. Est-ce que vous avez un bâtiment qui va être juste devant vous, qui va être oppressant parce que quelque part vous butez tout de suite sur ce bâtiment, ou est-ce qu'il est un petit peu plus loin? Et c'est pour ça qu'en fin de compte, sur
sur le trait que vous voyez qui va apparaître ici, ben, ce trait, en fin de compte, c'est ce skyline. Mais si vous mettez un petit peu dessus, vous voyez qu'il y a certains bâtiments que vous allez tout de suite avoir dans votre champ de vision ou d'autres bâtiments qui vont être un peu plus éloignés. Toujours pareil, c'est pour illustrer du type d'algorithme que l'on a la possibilité de mettre en place. Autre algorithme qui peut être amusant, c'est je sais où sont mes parcs sur la métropole, je regarde en fin de compte les rues qui sont autour de ces parcs et je vais regarder où est-ce que l'on peut aller, en fin de compte, en marchant 10 minutes à partir de ce parc. Alors ce qui nous intéresse, c'est l'inverse en fin de compte, c'est regarder qui doit marcher plus de 10 minutes pour accéder au parc. Et ça va nous permettre en fin de compte de tomber sur ce type de carte où on voit si on a besoin de marcher 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes pour accéder pour avoir un accès à un parc public. Et si on est dans des zones que nous on appelle blanches en tant qu'informaticien, c'est-à-dire des zones où on n'a pas de couverture en termes de parc, comment on fait pour trouver, par exemple, en détectant les toits plats sur la métropole et en recatégorisant ces toits pour savoir si c'est des zones collectives, si c'est des bâtiments publics ou des bâtiments privés, comment on fait pour détecter ces zones-là? Et après, comment on réfléchit à ce que l'on pourrait mettre sur ces toits? Est-ce que c'est un besoin en espace public? Est-ce que c'est un besoin en énergie, en production d'énergie? Est-ce que c'est un besoin en agriculture urbaine? Toutes ces choses-là, en fin de compte, on peut le réfléchir en utilisant ces données et les algorithmes qui sont liés. Alors on peut aussi s'amuser, là vous êtes sur le quartier de Confluence, on peut s'amuser à simuler des déplacements. On connaît à peu près les déplacements, mais on peut les resimuler grâce à des modèles qu'on appelle des modèles multi-agents, donc des algorithmes où il y a des algorithmes derrière, qui vont nous permettre de simuler le trafic. Simuler le trafic veut dire qu'on peut essayer de réfléchir à la pollution liée, et on a la possibilité comme ça d'avoir une carte de pollution qu'on peut croiser avec les cartes de pollution, par exemple, qui sont disponibles au niveau de la métropole. Alors tout ça, tous ces algorithmes, pour nous, en particulier dans l'équipe que je dirige, on essaye de les mettre à disposition de tous. Donc pour ça, on a notre réflexe d'informaticien, c'est les mettre en libre accès sur nos sites avec les bonnes licences pour qu'ils puissent être réutilisables. On essaye de travailler énormément sur l'interopérabilité des données, donc on utilise des données qui sont standardisées, en particulier celles qui sont fournies par la métropole, et qui vont nous permettre aujourd'hui d'amener des éléments de preuve ou de reproductibilité de l'information. Mais on peut aussi s'intéresser à comment l'algorithme peut venir nourrir des maquettes qui pourraient être, mises à disposition de tous, et autour de laquelle on pourrait réfléchir à cette hybridation qu'il pourrait y avoir entre une maquette physique et le numérique. Donc, petit clin d'œil à Virtual World qui rouvrait aujourd'hui, donc qui est sur la photo du bas. Donc, par exemple, là encore, vous êtes à Confluence, vous avez un groupe d'étudiants auquel Étienne est en train d'expliquer ce qui est en train de se passer sur Confluence. Alors, on peut le faire comme ça, il le fait avec son pointeur, il a ses transparents qui sont derrière, c'est une façon de faire qui est déjà intéressante. On reprend la même maquette, et on se dit, tiens, qu'est-ce qu'il serait possible de faire avec cette maquette? Donc on la met au hall du Faubourg, on met 20 étudiants complètement passionnés pendant 4 jours, et ils nous sortent des choses qui sont assez amusantes, comme cette possibilité d'ausculter la ville. On capte la position, et en fin de compte, on va avoir la possibilité de détecter et de montrer, en fin de compte, où sont les parcs. On a aussi la possibilité, sur le modèle de droite, de remettre là en place un modèle multi-agent pour voir le déplacement des personnes sur le quartier de Confluence. Alors les modes d'interaction, on peut aller un petit peu plus loin. Comme faisait Étienne Vignali de l'SPL Confluence, on peut mettre une télé derrière la maquette. On peut donner des indicateurs, et en particulier, en fonction de ce que l'on va faire sur la maquette, par exemple, on rajoute des éléments qui représentent de la végétation, ou on change de couche, on peut avoir des graphiques radar qui vont apparaître, qui sont liés à des calculs algorithmiques, enfin des calculs liés à des algorithmes, et qui vont permettre de donner des résultats. On a aussi la possibilité d'augmenter cette maquette avec, par exemple, des choses qui vont être reproduites sur une maquette qui peut être, là encore, une maquette physique, qui peut être donc une maquette faite qui peut être imprimée en 3D, ou une maquette qui peut être aujourd'hui en Lego. Si vous passez à Erasmus Urban Lab, on est en train d'en construire une en Lego sur le quartier de Pardieu, avec toujours pareil ce système de projection. Alors justement, petit clin d'œil à Erasmus Urban Lab que je vous invite à visiter. Toujours pareil sur les modes d'interaction.
Voici une interaction intéressante entre temps et espace. On remonte la petite feuille de papier et on remonte dans le temps. Là encore, on est sur une analogie qui est très facile à comprendre, qui donne en fin de compte un nouvel objet, qui peut donner à voir la diachronie, donc l'évolution dans le temps, tout en permettant aux gens de discuter autour d'une même maquette. Donc voici un des résultats d'un workshop qu'on a mis en place, où on retrouve en fin de compte ces modèles de simulation. Alors toujours pareil, on est sur des modèles de simulation. J'ai pris cet exemple parce que si vous le regardez très très bien, vous allez vous apercevoir que c'est faux. Mais quelque part, il faut vraiment qu'on ait cette posture quand on fait des algorithmes. On accepte en fin de compte d'avoir des résultats de faux, il faut juste l'afficher et expliquer pourquoi c'est faux. Et typiquement, dans cet algorithme, l'idée est de faire réfléchir les personnes qui étaient autour de la maquette sur l'impact, on va dire, du passage des voitures, par exemple, sur l'autoroute qui traverse la route, en termes de pollution, en termes de bruit. Et le modèle est là pour nourrir, on va dire, la discussion. Donc l'algorithme va être là pour nourrir la discussion. Il n'est pas là pour décider à la place des décideurs qui pourront être autour de la maquette. Voilà, j'ai terminé cette partie sur les algorithmes. On n'a pas trop de retard, ça va. On avait vraiment cette idée sur cet exposé d'apporter des éléments de discussion avec cet objet. Vous avez vu, on a tiré un fil sur l'objet technique et on a, je pense, réussi à montrer, enfin, je l'espère, on va discuter juste après, que cet objet technique, il appartient à la ville. Il est, en fin de compte, ça peut être un banc, ça peut être aussi un algorithme, et cet algorithme va avoir un impact sur la ville, mais il va avoir un impact qu'il faut essayer de réfléchir. Alors bien sûr, vous pouvez y réfléchir quand vous coupez certains accès à certaines applications, au terme de données privées, par exemple, pour éviter, par exemple, que l'on puisse vous tracer vos déplacements dans la ville. Vous pouvez aussi réfléchir au déplacement en lui-même, quand vous allez utiliser une application de déplacement et qu'elle va vous dire, par exemple, comme c'est arrivé il y a quelques années en Californie, de passer par certaines zones où il faut passer parce qu'il n'y a personne, c'est normal, il y avait le feu. Donc il y avait une vision d'un algorithme qui va être tronquée par le fait qu'elle ne connaît pas, on va dire, tous les éléments qui sont autour. Alors que l'humain va peut-être avoir tendance à aller chercher des informations complémentaires. Donc on a produit cet exposé pour, je l'espère, amener des questions et ensuite, je l'espère, pouvoir interagir sur des questions que nous, on a préparées pour vous dans la suite de l'après-midi. Tu veux rajouter quelque chose, Jean-Yves ? C'est bon pour moi. Voilà.